L'Airbus A330 d'Air France patientait sur la piste de l'aéroport international de Galeão, tandis que la nuit tombait sur Rio de Janeiro. Les lumières de la ville se reflétaient sur le fuselage blanc, créant cette impression de tranquillité qui précède toujours les longs voyages. Le vol 447 s'apprêtait à achever un trajet considéré comme routinier. Rio-Paris. Pour les passagers, ce ne serait qu'une longue traversée de l'Atlantique. Pour l'équipage, une procédure de plus, répétée à l'envi. Rien ne laissait présager que ce décollage entrerait dans l'histoire. Dans le cockpit, les instruments étaient vérifiés avec une précision mécanique. Le commandant Marc Dubois, un vétéran totalisant des milliers d'heures de vol, gardait un regard attentif mais serein. Il avait confiance en l'appareil, en la technologie et en son équipe. À ses côtés, les copilotes ajustaient les paramètres, suivant des protocoles devenus presque instinctifs. L'aviation moderne promettait une sécurité fondée sur la redondance, la formation et l'automatisation. Chaque système disposait d'une solution de secours, chaque panne d'un plan de secours. De l'autre côté de la porte renforcée du cockpit, les passagers s'installèrent. Certains dormaient déjà avant le décollage, d'autres observèrent la piste, prenant des photos dont ils n'auraient jamais imaginé qu'elles deviendraient les vestiges d'un dernier souvenir. L'avion commença à se déplacer et quelques minutes plus tard, il s'éleva dans le ciel nocturne, laissant derrière lui le continent sud-américain. Quelques heures plus tard, l'A330 traversait l'une des régions les plus dangereuses de la planète, la zone de convergence intertropicale. D'épais nuages s'amoncelaient en colonnes gigantesques illuminées par des éclairs internes. Les turbulences y étaient fréquentes, mais les radars indiquaient un niveau gérable. L'appareil poursuivit sa route, ajustant son altitude et se tenant à distance des zones les plus instables. À Paris, le centre de contrôle d'Air France suivait le vol, grâce à des rapports automatisés. Vitesse, altitude et données système étaient transmises à intervalles réguliers. Tout se déroulait comme prévu. Pour les opérateurs, le vol 447 n'était qu'un numéro parmi tant d'autres sur la longue liste des vols de nuit transatlantiques, jusqu'à ce que cela cesse d'être le cas. À 2h14, heure de Brasilia, l'avion a émis une série de messages automatiques signalant des défaillances simultanées de systèmes critiques. Quelques minutes plus tard, toute communication a été interrompue. Aucun appel de détresse. Aucune communication d'urgence, juste le silence. La disparition fut trop rapide pour permettre une réaction. Lorsque le contrôle aérien réalisa que l'avion ne répondait plus, l'océan avait déjà englouti toute trace. L'absence d'épave, d'appels et de signaux clairs transforma cette disparition en une énigme quasi instantanée. Les jours suivants, le monde entier a suivi la mobilisation internationale. Avions militaires, navires de recherche, satellites et équipes spécialisées ont sillonné l'Atlantique. Chaque nappe de pétrole, chaque fragment flottant était considéré comme une piste potentielle. Mais l'océan s'est révélé trop vaste, trop indifférent. En France, les familles se sont rassemblées dans les aéroports et les centres d'assistance. Le choc initial a fait place à une attente angoissante. La promesse implicite de l'aviation moderne, que tout puisse être expliqué, analysé et corrigé, a commencé à s'effriter face à l'absence de réponses concrètes. Au fil des semaines, des hypothèses ont émergé. Erreurs humaines, intempéries, problèmes techniques. Aucune, cependant, ne s'est avérée entièrement concluante. Les boîtes noires, enfouies à des milliers de mètres de profondeur, restaient inaccessibles. Sans elles, il ne restait que des fragments de données, des suppositions techniques et des interprétations contradictoires. Air France a défendu ses procédures. Les constructeurs ont évoqué des conditions météorologiques extrêmes. Des experts indépendants ont remis en question la dépendance excessive aux systèmes automatisés. Chaque théorie a apporté un élément nouveau, mais aucune n'a permis de comprendre ce qui s'était réellement passé ce matin-là. Avec le temps, l'attention des médias s'est estompée. De nouveaux accidents, de nouvelles crises, de nouveaux scandales ont envahi l'actualité.
Pour le grand public, le vol 447 est devenu une tragédie expliquée de façon banale, un accident dû à un concours de circonstances malheureux, une conclusion rassurante, quoique incomplète. Mais pour certains, l'affaire n'a jamais vraiment été close. Parmi eux se trouvait Julien Moreau, un ingénieur aéronautique français qui, 17 ans plus tard, examinait encore rapports, transcriptions et données brutes. À ses yeux, il y avait trop d'incohérences, des lacunes trop importantes pour être ignorées. Les documents publiés n'expliquaient pas certains schémas, certaines décisions, certains silences. Julien ne cherchait pas de complot. Il faisait confiance à la science, aux chiffres et aux procédures. C'est précisément pour cette raison que quelque chose clochait. Chaque fois qu'il se replongeait dans l'affaire, il réalisait que certaines questions n'avaient jamais été posées, ou, si elles l'avaient été, leurs réponses n'avaient jamais été rendues publiques. L'océan avait rendu des débris de l'avion des années plus tard. Les boîtes noires, une fois récupérées, avaient fourni suffisamment de données pour un rapport officiel. Un rapport qui fut accepté, classé et transformé en document de référence. Pourtant, Julien avait le sentiment qu'un élément fondamental avait été simplifié à l'extrême. Et si l'histoire acceptée par le monde n'était pas complète, le vol 447 n'était pas qu'un simple accident aérien. Il a marqué un tournant décisif entre la confiance absolue dans la technologie et la fragilité des décisions humaines sous pression. Un événement qui a révélé des failles, non seulement dans les systèmes, mais aussi dans les processus, les communications et les choix effectués bien avant cette nuit tragique. 17 ans plus tard, le silence de l'Atlantique résonnait encore, non pas comme une absence de réponse, mais comme une invitation troublante à regarder au-delà des déclarations officielles, et peut-être, enfin, comprendre ce qui s'est réellement passé. Julien Moreau travaillait dans un bâtiment sans prétention à la périphérie de Toulouse, loin de l'image prestigieuse souvent associée à l'industrie aéronautique française. Là, au milieu de bureaux fonctionnels et de couloirs silencieux, des ingénieurs jonglaient quotidiennement avec des chiffres, des simulations et des rapports rarement diffusés auprès du grand public. Toulouse était le cœur de l'aviation européenne, abritant constructeurs, centres d'essais et laboratoires, où les décisions techniques façonnaient l'avenir du ciel. Julien avait débuté sa carrière avec un enthousiasme sincère. Diplômé de l'École nationale de l'aviation civile, il était profondément convaincu que la rigueur scientifique et la transparence étaient les piliers de la sécurité aérienne. Pendant des années, il a participé à des projets d'analyse d'incidents, d'études des données de vol et de propositions d'amélioration des systèmes de formation et d'automatisation. Son travail, rarement mis en avant, a pourtant contribué directement à prévenir des tragédies. L'affaire du vol 447 est entrée dans sa vie de manière indirecte. Au départ, il ne s'agissait que d'un dossier parmi d'autres, utilisé pour la formation interne, présenté comme un exemple de défaillance multiple, capteurs bloqués, perte de données fiables sur la vitesse et réaction inadéquate de l'équipage. Le récit était clair, presque didactique. Le rapport officiel du BEA était devenu une référence internationale, justifiant les modifications apportées aux procédures et aux équipements. Julien a néanmoins relevé quelques détails qui s'écartaient de la linéarité présentée. Il ne s'agissait pas de contradictions majeures, mais de zones d'ombre. Les délais de réponse étaient peu abordés. Les décisions étaient décrites de manière excessivement générique. Certaines sections du rapport semblaient adopter une neutralité calculée, comme pour éviter d'examiner les responsabilités institutionnelles. En dehors du domaine technique, la France avait transformé l'accident en un symbole ambigu. Pour le grand public, c'était une tragédie lointaine, noyée sous un jargon technique difficile à appréhender. Pour les familles des victimes, c'était une plaie ouverte, entretenue par les procès, les audiences et les demandes incessantes d'éclaircissement. Des monuments discrets avaient été érigés, des cérémonies organisées, mais les réponses complètes semblaient toujours hors de portée. Julien commença à assister aux réunions publiques organisées par les associations familiales.
non pas en tant que représentant d'une institution, mais en simple auditeur. Il constata que les rapports officiels étaient accueillis par un silence pesant et que les questions précises recevaient rarement de réponses directes. Il y régnait une lassitude collective, mais aussi une méfiance persistante. C'est lors d'une de ces réunions qu'il a rencontré Claire Dubreuil. Claire avait perdu son frère dans le crash du vol 447. Contrairement à beaucoup de familles, elle ne cherchait pas seulement du réconfort ou une reconnaissance symbolique. Spécialisée en droit administratif, elle avait suivi chaque détail juridique du dossier. Elle connaissait les dates, les termes techniques de base et surtout les limites des informations officiellement divulguées. Sa démarche était méthodique, presque froide, mais guidée par une détermination sans faille. Les échanges entre Julien et Claire ont débuté prudemment, de brèves conversations, des échanges d'informations objectives. Avec le temps, ils se sont intensifiés. Claire avait accès à des documents obtenus par voie judiciaire et suite à des demandes formelles de transparence. Julien, quant à lui, offrait une interprétation technique, contextualisant les graphiques, les paramètres et le jargon qui faisaient souvent obstacle à la compréhension. Parallèlement, les institutions impliquées dans l'affaire ont maintenu leur position commune. Le BEA a affirmé que le rapport final était définitif. Air France, après des années de procédures judiciaires, a réaffirmé que les leçons avaient été tirées. Les constructeurs avaient modernisé leurs systèmes et capteurs et le secteur progressait. Mais le fonctionnement interne de ces institutions était plus complexe que ne le laissaient entendre les déclarations officielles. Rapports internes, analyses de procédures et notes techniques révélaient un effort constant pour concilier transparence, responsabilité juridique et préservation de l'institution. Reconnaître de profondes failles structurelles revenait à créer des précédents dangereux. Julien commença à comprendre que le vol 447 était devenu une affaire délicate, non seulement en raison du nombre de victimes, mais aussi à cause de ce qu'elle représentait. Un moment où l'automatisation, conçue pour réduire les erreurs humaines, avait engendré de nouvelles vulnérabilités. Remettre cela en question revenait à remettre en question des décennies d'évolution technologique et des milliards de dollars d'investissement. À mesure que Julien approfondissait son analyse, il entreprit de reconstituer le déroulement des événements à partir des données brutes et non plus seulement des conclusions présentées. Il compara des accidents similaires, étudia des simulations indépendantes et réexamina les décisions prises dans les dernières minutes du vol. Certaines actions de l'équipage, qualifiées de réactions inappropriées, se révélèrent plus complexes lorsqu'on les analysait à la lumière des informations disponibles à ce moment précis. Claire, de son côté, progressait sur un autre front. Elle examinait le processus de rédaction du rapport final, les coupes effectuées entre les versions préliminaires et finales, ainsi que la participation de différents organismes à la validation des conclusions. Elle découvrit que certaines recommandations initiales avaient été atténuées, reformulées ou supprimées avant publication. Le monde dans lequel ils évoluaient n'était pas celui des complots manifestes, mais celui des décisions administratives, d'un langage technique soigneusement choisi et de responsabilités diluées. Rien d'explicite, rien qui puisse être facilement reproché, et c'est précisément pour cette raison qu'il était difficile de le remettre en question publiquement. La France, forte de sa tradition d'excellence technique et de sa fierté industrielle, a éprouvé des difficultés à revisiter de manière critique un épisode qui avait mis au jour des faiblesses systémiques. Le silence institutionnel n'était pas imposé par un ordre direct, mais entretenu par un consensus tacite. Julien en ressentait le poids chaque fois qu'il tentait d'aborder le sujet dans un cadre professionnel. Son malaise était palpable. Changement de sujet, réponse évasive, avertissement à peine voilé sur des questions closes. Le message était clair. Rouvrir ce chapitre n'avait rien à apporter. Pourtant, l'accumulation de petites incohérences a fini par former un tout plus grand. Non pas une accusation directe, mais une question gênante. Qu'est-ce qui avait été simplifié à l'excès pour que l'affaire soit classée ?
À mesure que Julien s'enfonçait dans ce monde de données, de décisions et de silence, il comprit que le véritable conflit résidait non seulement dans ce qui s'était passé dans le cockpit cette nuit-là, mais aussi dans tout ce qui s'était passé auparavant, et dans la manière dont l'histoire avait été racontée par la suite. Et plus il avançait, plus il devenait clair que le vol 447 n'était pas seulement un accident à expliquer, mais un système entier à comprendre. L'enquête menée par Julien Moreau, initialement un exercice technique isolé, commença à s'immiscer directement dans son quotidien professionnel. Ce qu'il faisait auparavant, sur son temps libre, se mit à influencer ses rapports, les réunions techniques et même les simulations qu'il coordonnait. Sans mentionner explicitement le vol 447, ses analyses commencèrent à remettre en question des hypothèses considérées comme trop ancrées dans le secteur. Il a constaté une résistance immédiate. Lors d'une revue interne des protocoles de gestion des défaillances de capteurs, Julien a présenté un scénario basé sur des données d'accidents réels, perte simultanée d'informations fiables, alertes excessives et forte surcharge cognitive sur une courte période. La réaction fut mesurée, mais sans équivoque. Les responsables ont orienté la discussion vers des solutions déjà mises en œuvre, insistant sur le fait que ce type de défaillance appartenait au passé. Pour Julien, cela faisait partie du problème. Le conflit ne se limitait plus aux événements survenus pendant le vol, mais englobait la manière dont le secteur gérait le malaise engendré par cet incident. Un effort collectif s'était déployé pour traiter le cas comme une exception et non comme un symptôme. Chaque fois que Julien tentait d'approfondir la discussion, le même obstacle invisible se dressait devant lui, le consensus institutionnel. Parallèlement, Claire Dubreuil progressait sur son propre front de tension. Elle avait demandé, par voie légale, l'accès aux versions intermédiaires du rapport final du BEA. Le processus était lent, marqué par des refus partiels et des documents fortement caviardés. Malgré tout, de légères différences entre les versions ont commencé à apparaître. Des sections entières avaient été réécrites pour adoucir le vocabulaire. Là où l'on parlait auparavant de limitation systémique connue, la version finale employait l'expression « conditions exceptionnelles ». Les recommandations préconisant des modifications importantes de la formation avaient été reformulées en termes de ajustement progressif. Rien n'était faux, mais tout était soigneusement élaboré. Ces découvertes ont créé un nouveau niveau de conflit, l'affrontement entre la vérité technique et la vérité publiable. Julien et Claire commencèrent à se rencontrer régulièrement dans un petit café près du canal du Midi. Leurs conversations, d'abord purement analytiques, prirent un tour plus urgent. Chaque nouvelle information soulevait plus de questions que de réponses. Qu'avait-on omis par prudence juridique? Qu'avait-on modifié pour éviter des répercussions économiques? Et surtout, qui avait décidé de ce que le public devait ou n'avait pas besoin de savoir? Parallèlement, des signes de pression ont commencé à apparaître indirectement. Julien a reçu un avertissement informel d'un proche collaborateur. Son implication dans certains projets pourrait être réexaminée s'il persistait à aborder des sujets jugés sensibles. Aucune menace explicite, juste l'insinuation que sa carrière pourrait être compromise par des fréquentations indésirables. Le message était suffisamment clair pour qu'il n'ait pas besoin d'être formulé à voix haute. Claire a été confrontée à une situation similaire sur le plan juridique. Les poursuites intentées par les familles des victimes progressaient lentement, tandis que les appels et les manœuvres juridiques s'accumulaient. Lors des audiences, les représentants des institutions maintenaient des discours cohérents mais vagues, réitérant des conclusions déjà acceptées. Chaque fois qu'une question plus précise se posait, la réponse se référait au rapport final, considéré comme l'autorité suprême. Le conflit central commençait à se dessiner plus clairement. Il ne s'agissait pas de prouver que le rapport était erroné, mais de démontrer qu'il était incomplet de par sa conception. Julien décida d'aller au-delà des documents officiels. Il commença à interroger officieusement des professionnels ayant participé à l'enquête initiale. Certains refusèrent catégoriquement.
D'autres acceptèrent de parler, mais seulement en privé, sans enregistrement. De ces conversations apparurent des hésitations, de longs silences et des phrases interrompues. Personne n'a évoqué de dissimulation directe. Ce qui s'est dégagé était plus subtil, des délais très serrés, des pressions politiques, la crainte de répercussions internationales, la nécessité de clore l'affaire de façon stable, l'idée que toute la vérité pourrait faire plus de mal que de bien. Ces témoignages ont alourdi le poids émotionnel de l'enquête. Julien a compris que nombre de personnes impliquées avaient fait des concessions en croyant protéger le système dans son ensemble. Mais ces concessions avaient créé des failles, et c'était précisément ces failles qui devenaient désormais insupportables. Le conflit s'intensifiait également à l'intérieur du pays. Julien commença à s'interroger sur ses propres limites. Jusqu'où devait-il aller? Il n'était ni journaliste, ni procureur. Sa force résidait dans ses connaissances techniques, mais cela le rendait aussi vulnérable. Une mauvaise interprétation pouvait le discréditer complètement. Un faux pas pouvait servir à clore le débat une fois pour toutes. Claire était confrontée à des dilemmes similaires. Rendre certaines informations publiques risquait de fragiliser les procédures judiciaires en cours. L'équilibre entre exposition et stratégie juridique était délicat. Chaque décision exigeait de la réflexion et pas seulement du courage. Le temps commença à jouer les troubles faits. 17 ans s'étaient écoulés depuis l'accident. Nombreux étaient ceux qui estimaient qu'une réouverture de l'enquête serait dénuée de sens. Les changements avaient déjà été mis en œuvre. Les victimes avaient déjà été indemnisées. Le monde avait tourné la page. Mais pour Julien et Claire, le temps n'a pas effacé le besoin de clarté. Au contraire, il a rendu la recherche plus urgente. Plus l'événement était lointain, plus il était facile de l'enfouir sous des couches de consensus. Le conflit prit une tournure inattendue lorsque Julien décela une anomalie dans les données d'entraînement de l'équipage. Un détail technique apparemment mineur, mais qui révélait que certains scénarios critiques n'avaient pas été simulés de manière réaliste avant l'accident. Ce point fut relégué au second plan dans le rapport final, presque comme une simple note de bas de page. Pour Julien, ce n'était pas un détail insignifiant. Il s'agissait du premier élément de preuve concret, suggérant que l'erreur résidait non seulement dans les actions de l'équipage cette nuit-là, mais aussi dans des décisions structurelles prises bien avant le décollage. Et cette prise de conscience a tout changé. Tandis que Julien Moreau approfondissait l'analyse technique du vol 447, d'autres tensions ont émergé, liées à l'affaire de manière moins visible, mais tout aussi déterminante. Ces intrigues secondaires n'ont pas détourné l'attention de l'enquête principale. Au contraire, elles ont révélé comment l'accident avait engendré des répercussions silencieuses qui se sont prolongées pendant des années, affectant des personnes, des institutions et des décisions bien au-delà de ce matin-là dans l'Atlantique. L'une de ces pistes menait à Étienne Roussel, un ancien instructeur de simulateur de vol qui avait travaillé au centre de formation d'Air France dans les années précédant l'accident. Roussel avait discrètement pris sa retraite peu après la publication du rapport final. Officiellement, son départ était sans lien avec l'affaire. Officieusement, son nom figurait dans des versions préliminaires de documents analysés par Julien et Claire. Après des semaines d'efforts, Julien parvint à contacter Roussel. La rencontre eut lieu dans une petite ville côtière du sud de la France, loin des centres industriels et des institutions. Roussel ne manifesta aucune rancune, mais une lassitude palpable. Il parla peu, choisit ses mots avec soin et évita toute déclaration directe qui aurait pu être interprétée comme une accusation. Ses observations n'en étaient pas moins révélatrices. Il expliqua comment certains scénarios de défaillance étaient jugés trop improbables pour justifier une formation approfondie. La philosophie dominante consistait à préparer les pilotes à des situations statistiquement pertinentes, en comptant sur l'automatisation pour gérer les exceptions. Le vol 447 avait mis en évidence les risques liés à cette approche, mais l'admettre revenait à reconnaître une faille conceptuelle. Un autre élément de l'intrigue se déroulait sur le plan politico-administratif. Claire a constaté que, dans les mois qui ont suivi l'accident,
la France avait participé à des négociations internationales sur les normes de certification des aéronefs et des capteurs. Des documents diplomatiques révélaient une préoccupation manifeste quant à l'impact économique d'un durcissement de la réglementation. Le pays avait des intérêts stratégiques à préserver. Cette dimension a rendu l'affaire encore plus complexe. Le vol 447 n'était pas seulement une tragédie nationale, mais un événement aux répercussions mondiales. Toute conclusion mettant en évidence de profondes failles structurelles pourrait avoir des répercussions sur les accords commerciaux, les certifications et les litiges juridiques à l'échelle internationale. La pression du temps commençait à s'intensifier concrètement. Claire apprit que l'une des principales procédures judiciaires liées à l'affaire approchait de la prescription. Sous certains aspects, faute de nouveaux éléments de preuve rapidement, certaines pistes d'enquête seraient définitivement closes juridiquement. Cette échéance imprévue accentua l'urgence de leurs actions. Julien accéléra son analyse, recoupant les données d'accidents similaires survenus après le vol 447. Il constata des schémas récurrents, des équipages expérimentés confrontés à la perte de leurs repères, des réponses contradictoires des systèmes automatisés et des difficultés à passer d'un mode de contrôle à un autre. Le problème n'était pas isolé. Entre-temps, une intrigue personnelle se développa, que Julien tenta d'ignorer, mais qui devint indissociable de la liaison. Ses relations professionnelles étaient constamment tendues. Ses collègues évitaient les conversations prolongées. Les invitations à des projets de stratégiques cessèrent d'affluer. Il n'avait pas été officiellement licencié, mais il se sentait progressivement marginalisé. Cette exclusion silencieuse servait d'avertissement. Le système n'avait pas besoin de punir ouvertement. Il lui suffisait de réduire les opportunités. Julien comprit que sa persévérance était observée. Chaque progrès avait un coût croissant. Claire était confrontée à des dilemmes similaires dans sa vie personnelle. Son dévouement à l'affaire lui prenait du temps, de l'énergie, et mettait ses relations à rude épreuve. Ses amis se demandaient pourquoi elle s'obstinait à poursuivre une affaire apparemment close. La réponse n'était jamais simple. Pour elle, il ne s'agissait pas seulement de son frère disparu, mais d'un principe. Accepter un récit incomplet revenait à accepter que certaines vérités puissent être négociées. Une autre difficulté est apparue lorsque le journaliste d'investigation Antoine Lefebvre s'est intéressé à leur travail commun. Lefebvre était connu pour ses reportages approfondis, mais aussi pour les poursuites judiciaires et les pressions qu'il a subies suite à des révélations sensibles. Cette collaboration représentait à la fois une opportunité et un risque. La divulgation de ces informations pourrait accélérer le débat public, mais aussi provoquer des réactions défensives immédiates de la part des institutions concernées. Julien et Claire ont longuement discuté de leur préparation à cette éventualité. L'intervention des médias bouleverserait complètement l'équilibre des pouvoirs. Par ailleurs, des documents obtenus par Claire ont révélé que certaines décisions techniques prises après l'accident avaient été appliquées plus largement que ne le laissait entendre le rapport. Cela indiquait qu'en interne, les conclusions étaient peut-être plus graves que celles communiquées officiellement. Il y avait un décalage entre le discours public et les actions menées en interne. Ce constat a renforcé l'impression que le conflit principal ne portait pas sur une opposition entre versions vraies et fausses, mais entre versions complètes et versions acceptables. Les intrigues secondaires commencèrent à se rejoindre. L'échéance légale, les pressions institutionnelles, les témoignages en coulisses et le risque d'une révélation publique créèrent un réseau de tensions qui s'intensifiait de semaine en semaine. Il n'y avait plus de place pour des enquêtes interminables. Une décision s'imposait. Julien et Claire comprirent qu'en allant de l'avant, ils franchiraient un point de non-retour. L'affaire cesserait d'être une simple analyse critique et deviendrait une remise en cause directe du récit établi. Dès lors, le risque cesserait d'être simplement professionnel ou juridique, il deviendrait personnel. Le tournant ne s'est pas produit par une grande annonce publique, ni par une découverte spectaculaire.
Il a émergé discrètement, presque imperceptiblement dans le calme d'une matinée, au bureau improvisé de Julien Moreau. Parmi des piles de documents numériques, des simulations ouvertes et des graphiques superposés, un détail a commencé à se détacher avec une insistance troublante. Julien examinait les données d'entraînement de l'équipage du vol 447 lorsqu'il a constaté une incohérence entre le programme de simulation officiel et les relevés d'utilisation réelle des simulateurs dans les mois précédant l'accident. Il ne s'agissait pas seulement de l'absence de certains scénarios, mais aussi de la classification de certains exercices cruciaux, optionnels, rarement pratiqués et parfois remplacés par des versions simplifiées. Il a recoupé ces informations avec les notes internes des instructeurs et a découvert un problème plus grave. Il existait des comptes rendus d'avertissement émis par des instructeurs concernant les difficultés rencontrées par les pilotes face à des pannes simultanées de capteurs en haute altitude. Ces avertissements avaient été pris en compte, brièvement discutés, puis classés sans suite. Julien ressentit toute la gravité de la situation. Il ne s'agissait pas d'une erreur isolée, mais d'une série de décisions qui, mises bout à bout, avaient réduit la préparation à un scénario certes improbable, mais connu. L'accident, autrefois simple réaction inadaptée sous le coup du stress, commençait à révéler un système qui avait sous-estimé ses propres risques. L'impact de cette découverte s'est amplifié lorsque Claire a confirmé un fait encore plus inquiétant. Une note interne, datée de plusieurs mois avant l'accident, indiquait que l'entreprise responsable des capteurs de vitesse avait signalé des anomalies dans certaines conditions de gel. Le document recommandait une vigilance accrue et suggérait une révision des procédures opérationnelles. Cette note n'a jamais été mentionnée dans le rapport final. Cette révélation a complètement bouleversé le cours de l'enquête. Jusqu'alors, Julien et Claire n'avaient pu que composer avec des zones d'ombre. Désormais, des preuves concrètes attestaient de l'existence d'informations pertinentes qui n'avaient pas été clairement intégrées à la version officielle. La première réaction fut le silence. Aucune célébration, aucun sentiment de victoire. Juste la prise de conscience immédiate qu'ils avaient franchi une ligne invisible. Dès lors, il ne s'agissait plus de remettre en question le passé, mais de s'attaquer à des décisions précises prises par des personnes et des institutions identifiables. Le conflit intérieur de Julien était devenu palpable. Il savait que la diffusion de ces images aurait des conséquences imprévisibles. Sa crédibilité technique serait mise à l'épreuve. Sa carrière, bâtie sur des décennies, risquait d'être réduite à une simple note de bas de page dans une controverse publique. Claire ressentait elle aussi le poids de ce choix. Rendre la note publique pourrait renforcer la procédure judiciaire, mais l'exposer également à des accusations de divulgation d'informations sensibles. De plus, il existait un risque réel que la révélation soit neutralisée par une communication officielle précipitée, ce qui en atténuerait l'impact. La décision n'a pas été prise immédiatement. Ils ont passé des jours à analyser chaque détail, à vérifier l'authenticité, le contexte et les implications. Ils ont consulté des experts indépendants, de manière anonyme, afin de valider la pertinence technique des documents. La conclusion fut unanime. Ces éléments modifiaient considérablement l'interprétation de l'accident. Le tournant décisif survint lorsqu'Antoine Lefebvre, le journaliste d'investigation, obtint d'une autre source la confirmation indépendante de l'existence de la note. L'information allait être divulguée, que Julien et Claire le contrôlent ou non. À ce moment-là, la question n'était plus de savoir si le secret serait révélé, mais comment. Julien comprit que garder le silence reviendrait à laisser l'histoire se répandre sans la rigueur nécessaire. Claire, quant à elle, savait que retarder la révélation des faits pourrait entraîner la perte définitive de leur impact juridique. Tous deux reconnurent que le risque résidait non seulement dans l'action, mais aussi dans l'inaction. La publication de l'article a été soigneusement planifiée. Aucune accusation directe, aucune conclusion sensationnaliste, uniquement des documents, des dates, du contexte et des questions claires.
Le récit s'appuyait sur des faits vérifiables, permettant au lecteur d'en comprendre les implications. Lorsque le reportage a été diffusé, la réaction a été immédiate. Les institutions ont réagi par des communiqués officiels, réaffirmant leur confiance dans les rapports existants. Certaines ont qualifié l'information de « hors contexte ». D'autres en ont minimisé la pertinence, affirmant que les changements avaient déjà été mis en œuvre ultérieurement. Mais quelque chose avait changé de façon irréversible. Pour la première fois depuis des années, le vol 447 est revenu au cœur du débat public. Non plus comme un accident lointain, mais comme une affaire encore sujette à interprétation. Des experts ont commencé à prendre la parole. D'anciens participants ont rompu le silence, avec prudence toutefois. Julien ressentit l'impact presque physique de ce revirement. Les appels téléphoniques cessèrent, les invitations furent annulées. Parallèlement, des messages anonymes commencèrent à arriver, certains encourageants, d'autres menaçants. Il comprit qu'il était devenu un acteur de l'histoire, qu'il tentait de comprendre. Claire, de son côté, observait les réactions avec une attention stratégique. Les procédures judiciaires prirent un nouvel élan. Des questions auparavant ignorées commencèrent à être consignées officiellement. L'équilibre avait été bouleversé. Ce tournant n'a apporté aucune réponse définitive. Il a ouvert une voie sans retour, où le silence n'était plus une option acceptable. Et à partir de ce moment-là, l'enjeu n'était plus seulement le passé du vol 447, mais la manière dont on gérait les vérités gênantes lorsqu'elles menaçaient des systèmes entiers. La publication du rapport sur le vol 447 a déclenché une série de réactions qui se sont propagées rapidement, bien au-delà de ce qu'avaient anticipé Julien Moreau et Claire Dubreuil. L'impact n'a pas été explosif, mais continu, comme une pression s'accumulant par couches successives, atteignant différents secteurs à des rythmes différents. Au début, le débat s'est concentré sur les médias spécialisés. Des analystes aéronautiques, d'anciens pilotes et des ingénieurs ont commencé à examiner publiquement les informations présentées. Certains ont défendu les conclusions officielles, arguant que les nouveaux documents ne modifiaient pas substantiellement la compréhension de l'accident. D'autres, en revanche, ont souligné que la simple existence d'alertes préalables non prises en compte soulevait de sérieuses questions quant aux méthodes d'évaluation des risques. Les institutions concernées ont réagi avec une précision calculée. Leurs déclarations ont réaffirmé que le rapport final était le fruit d'une enquête rigoureuse et indépendante. Elles ont reconnu l'existence de documents techniques supplémentaires, mais ont insisté sur le fait qu'ils avaient été dûment pris en compte dans le contexte global. Le ton était défensif mais mesuré. Au sein de ces mêmes institutions, cependant, l'atmosphère était différente. Des réunions d'urgence ont été convoquées. Les services juridiques ont revu leur stratégie. Les équipes techniques ont reçu pour instruction de préparer des réponses détaillées aux éventuelles demandes d'informations externes. L'enjeu n'était pas seulement la réputation, mais aussi la création de précédents. Reconnaître avoir dissimulé des informations pertinentes pourrait déclencher une série d'enquêtes et de responsabilités difficiles à maîtriser. Julien en a immédiatement ressenti les conséquences dans son milieu professionnel. Son accès à certains projets a été temporairement suspendu pour éviter les conflits d'intérêts. Si la justification était bureaucratique, l'effet était clair, l'isolement. Il a conservé son emploi, mais a été marginalisé. Le message institutionnel était silencieux, mais efficace. Pourtant, Julien ne recula pas. Au contraire, il se mit à documenter méticuleusement chaque réaction, chaque réponse officielle et chaque omission. Pour lui, les conséquences de ces révélations devinrent partie intégrante de l'enquête. Le comportement des institutions se révéla autant instructif que les documents originaux. Claire a subi une pression d'un autre ordre. Les avocats des entreprises concernées ont commencé à remettre en question la provenance des documents utilisés dans le rapport. Il n'y a pas eu d'accusation directe, mais des insinuations quant à l'utilisation abusive de documents confidentiels. L'objectif semblait être d'instaurer un climat d'intimidation juridique afin de freiner toute avancée ultérieure.
Dans le même temps, les familles des victimes reprirent contact avec Claire. Certaines avec un espoir renouvelé, d'autres avec prudence. La réouverture du débat apporta un soulagement, mais raviva aussi de vieilles douleurs. Claire comprit que chaque nouvelle révélation portait un poids émotionnel qu'il fallait aborder avec responsabilité. Sur le plan politique, les répercussions furent discrètes mais significatives. Des parlementaires demandèrent des auditions, des commissions furent évoquées et des demandes officielles d'éclaircissement commencèrent à circuler. Rien n'indiquait une enquête d'envergure immédiate, mais le sujet était de retour à l'ordre du jour institutionnel, chose impensable quelques semaines auparavant. La réaction internationale commença également à se manifester. Les autorités aéronautiques d'autres pays analysaient si les documents révélés avaient des implications sur les normes mondiales de formation et de certification. Le vol 447, autrefois un épisode français, redevenait un cas d'étude international. Au fil des semaines, de nouvelles voix se sont fait entendre. Des professionnels restés silencieux pendant des années ont commencé à s'exprimer, quoique avec prudence. Sans confirmer explicitement d'irrégularité, ils ont reconnu que le processus d'enquête avait été influencé par de multiples facteurs dépassant le cadre d'une simple analyse technique. Ces témoignages ont élargi la portée des conséquences. Le débat, initialement centré sur un accident isolé, s'est déplacé vers une interrogation sur la manière dont les systèmes complexes gèrent les défaillances qui remettent en cause les idées reçues. Julien et Claire, de leur côté, commençaient à ressentir les effets physiques et émotionnels de cette exposition constante. Le rythme effréné, la surveillance permanente et l'incertitude quant à la suite des événements pesaient lourd sur leur morale. Ils savaient néanmoins que se retirer à ce moment-là permettrait aux premières réactions de s'estomper sans engendrer de véritables changements. L'antagonisme s'est diffusé, mais s'est intensifié. Il n'y avait pas d'ennemi clairement identifié, mais un ensemble d'intérêts, de pratiques et de craintes institutionnelles. Chaque réponse officielle, soigneusement formulée, visait à en limiter l'impact sans s'attaquer au fond du problème. La conséquence la plus importante fut la modification de l'équilibre narratif. Le vol 447 ne pouvait plus être mentionné sans faire référence à ces nouvelles informations. Les rapports, analyses techniques et débats universitaires ultérieurs commencèrent à inclure des mises en garde, des notes de bas de page et des questions qui n'existaient pas auparavant. Julien comprit que, quel que soit le résultat final, quelque chose d'essentiel avait été accompli. Le silence avait été rompu. Claire, quant à elle, préparait sa prochaine action en justice. Les premières réactions indiquaient où se situait la plus forte résistance et, par conséquent, où il fallait exercer le plus de pression. Ce tournant décisif n'a pas apporté de solution. Il a créé un terrain instable, où chaque étape exigeait stratégie et persévérance. L'affaire entrait dans une phase où la simple révélation d'informations ne suffisait plus. Il fallait maintenir la confrontation. Et cela exigerait bien plus que des données et des documents. Cela exigerait une transformation personnelle et le courage d'affronter un système habitué à clore ses propres récits. La période qui suivit les premières réactions exigea un changement d'approche radical de la part de Julien Moreau et Claire Dubreuil. La phase de découverte était terminée. Désormais, il ne s'agissait plus de trouver des informations, mais de résister à la pression, de transformer les questions en avancées concrètes et de supporter les contraintes d'un système qui réagissait lentement, mais avec force. Julien fut le premier à comprendre qu'il devait adapter sa méthode. L'isolement professionnel l'avait éloigné des projets institutionnels, mais lui avait aussi rendu ce qui lui avait manqué depuis des années, l'autonomie. Sans engagement formel, il commença à travailler de manière indépendante, en collaborant avec des groupes universitaires internationaux qui analysaient la sécurité opérationnelle d'un point de vue critique. Au lieu de s'en prendre directement aux institutions françaises, Julien a commencé à publier des analyses techniques dans des forums scientifiques et des revues spécialisées. Ces textes,
rigoureux et dépourvu d'accusations explicites, abordait précisément les points sensibles révélés par l'affaire du vol 447, la formation aux défaillances rares, la dépendance excessive à l'égard de l'automatisation et les limitations cognitives face à de multiples alertes. Ce changement de stratégie fut une forme de progression. Julien cessa de chercher à convaincre directement les réfractaires et commença à influencer le débat de manière structurelle. Ses analyses furent de plus en plus citées lors de séminaires internationaux et son nom, auparavant associé à des tensions internes, acquit une nouvelle notoriété hors des cercles institutionnels français. Claire devait aussi se réinventer. Le contexte juridique était devenu plus hostile et elle comprenait que s'en tenir exclusivement aux tribunaux traditionnels pouvait mener à l'épuisement professionnel sans résultat concret. Elle a donc élargi son champ d'action en collaborant avec des associations de défense des droits des victimes et des organismes indépendants d'enquête sur les accidents. Elle entreprit de constituer des dossiers clairs, accessibles et juridiquement solides, susceptibles d'être compris non seulement par les juges, mais aussi par les parlementaires et les leaders d'opinion. L'objectif n'était pas de gagner un seul procès, mais de créer un ensemble de pressions convergentes qui rendraient impossible d'ignorer les incohérences mises en évidence. L'évolution de Claire s'est manifestée par sa capacité à concilier émotion et stratégie. Là où la motivation personnelle prévalait autrefois, la clarté du but s'est imposée. Chaque action était calculée pour générer un impact durable et non plus seulement des résultats immédiats. Ensemble, Julien et Claire ont appris à coordonner leurs efforts, sans les faire se chevaucher. Lui travaillait dans le domaine technique et académique, elle dans le domaine juridique et institutionnel. Cette répartition était non seulement pratique, mais aussi symbolique. Elle représentait le dépassement d'une approche réactive et la construction d'un mouvement cohérent. L'antagonisme a également évolué. Les institutions ont cessé de réagir systématiquement à chaque nouvelle publication ou initiative. Elles ont plutôt commencé à promouvoir des changements progressifs sans les lier explicitement à un cas particulier. De nouveaux modules de formation ont vu le jour. Les procédures ont été révisées. Les recommandations internationales ont commencé à mettre l'accent sur des scénarios auparavant considérés comme marginaux. Ces changements ne furent pas reconnus publiquement, mais ils étaient indéniables. Julien les observait attentivement. Pour lui, la croissance ne se résumait pas à être entendue, mais à constater que le système commençait à s'adapter, même à contre-cœur. Surmonter cette épreuve a également exigé des sacrifices personnels. Julien a accepté que son parcours professionnel ne reprenne pas son cours initial. La sécurité d'une carrière institutionnelle a cédé la place à l'incertitude du travail indépendant. Il a vécu cela non comme une perte, mais comme une transformation. Claire, quant à elle, devait faire face au poids émotionnel de la tragédie qui avait marqué sa vie et qu'elle revisitait sans cesse. Pour s'épanouir, elle avait besoin de se fixer des limites, d'apprendre à dissocier son identité personnelle de la cause qu'elle défendait. Cet équilibre lui a permis de continuer à avancer sans être complètement consumé par elle. Un moment symbolique de cette phase survint lorsque Julien fut invité à participer à une table ronde internationale sur la sécurité aérienne. Le vol 447 n'était pas le sujet principal, mais ses idées y figuraient, intégrées à des discussions plus larges. Il comprit alors que l'affaire avait cessé d'être une fin en soi pour devenir partie intégrante d'un enjeu plus vaste. Claire a vécu une expérience similaire lorsqu'elle a constaté que des propositions législatives intégraient des termes et des concepts qu'elle avait défendus lors d'audiences précédentes. Aucune mention directe de l'accident, mais une reconnaissance implicite de la réalité des lacunes qu'elle avait relevées. Surmonter ce revers n'a pas apporté d'apaisement émotionnel immédiat. Il n'y a eu ni excuses publiques, ni révisions officielles du rapport initial. L'évolution a été plus subtile, plus profonde. Elle s'est manifestée par des changements de pratique, un élargissement du débat et l'impossibilité de revenir au silence d'antan.
Julien et Claire avaient compris que la transformation ne s'opère pas toujours par la confrontation directe. Elle peut aussi résulter de la persévérance, de la constance et d'une volonté d'évoluer lorsque les premières pistes s'avèrent insuffisantes. À la fin de cette phase, les deux camps avaient changé. Plus prudents, plus stratégiques, mais aussi plus conscients de leurs conséquences. La suite exigerait encore une préparation minutieuse, car l'affrontement final, inévitable, ne serait pas seulement technique ou juridique, mais aussi symbolique. Et pour cela, ils étaient désormais prêts. À mesure que le débat autour du vol 447 s'intensifiait, Julien Moreau et Claire Dubreuil constataient que la marge de progression se réduisait. Les changements discrets mis en œuvre par les institutions et organisations internationales témoignaient d'une reconnaissance tacite des manquements constatés, mais signalaient aussi une volonté manifeste de clore le dossier sans affronter ouvertement le passé. Il fallait s'opposer à cette stratégie d'adaptation silencieuse. Julien a ensuite concentré ses efforts sur un objectif précis, rassembler toutes les preuves techniques en une analyse unique et rigoureuse, qui ne puisse être considérée comme une opinion isolée. Il a recueilli des données provenant de multiples accidents, de comptes rendus de formation, de notes internes et de modifications de procédures intervenues après 2009. Ces éléments n'accusaient personne, mais révélaient des schémas systémiques récurrents. La préparation exigeait une précision absolue. Chaque graphique, chaque référence, chaque conclusion devait être vérifiable. Julien savait qu'à l'approche du dénouement, la moindre inexactitude servirait à discréditer l'ensemble du projet. L'heure des analyses exploratoires était révolue. Claire, quant à elle, s'attachait à clore les dossiers juridiques en suspens. Certaines affaires étaient sur le point d'atteindre un point décisif. Elle s'efforçait d'harmoniser les témoignages, de rassembler les documents et de corriger les irrégularités de procédure. L'objectif n'était pas d'engager de nouvelles actions, mais de consolider les dossiers en cours afin qu'ils résistent à l'épreuve finale. L'un des derniers points à éclaircir concernait Étienne Roussel. Après des mois de silence, il accepta de formaliser une partie de son récit, à condition que ses propos soient employés dans un contexte technique et non personnel. Son témoignage ne contenait pas d'accusations directes, mais confirmait que des avertissements concernant la formation avaient été formulés et considérés comme secondaires. Ce document était crucial. Il comblait une lacune importante, reliant les décisions institutionnelles à leurs conséquences concrètes sans recourir à la conjecture. Pour Julien et Claire, cela signifiait lever l'une des dernières zones d'ambiguïté. Les tensions s'exacerbèrent à l'approche d'un événement majeur, une conférence internationale sur la sécurité aérienne où devaient se réunir des représentants des organismes de réglementation, des constructeurs et des compagnies aériennes afin de tirer les leçons des dernières décennies. Le vol 447 figurait à l'ordre du jour uniquement à titre de référence historique. Julien fut invité à présenter une analyse technique indépendante. L'invitation ne mentionnait pas explicitement l'affaire, mais le contexte était clair. Il comprit qu'il s'agirait d'un moment de synthèse, où des années de travail seraient mises à l'épreuve face au même système qui avait résisté à un examen approfondi. La préparation de cette présentation fut intense. Julien répéta non seulement les données, mais aussi les réactions attendues. Il savait qu'il se heurterait à une résistance déguisée en scepticisme technique. Son défi serait de rester concentré sur les faits, en évitant les pièges rhétoriques qui détourneraient l'attention de l'essentiel. Claire suivait chaque étape avec attention, apportant des contre-arguments juridiques et stratégiques. Elle savait que les propos tenus sur scène auraient des répercussions immédiates sur les procédures judiciaires en cours. Le langage devait être suffisamment précis pour susciter la réflexion, tout en veillant à ne pas compromettre les actions légales. Parallèlement, les institutions concernées se préparaient elles aussi. Des documents internes circulaient, des communiqués de précaution étaient rédigés, un climat d'attente prudente régnait. Personne ne souhaitait d'affrontement ouvert, mais tous pressentaient qu'un événement important allait se produire. Les différents fils de l'intrigue convergeaient vers ce point.
Le journaliste Antoine Lefebvre restait vigilant, prêt à signaler le moindre signe de rupture. Les familles des victimes attendaient avec un espoir prudent. Des experts indépendants préparaient des analyses parallèles. La préparation à ce moment crucial n'était pas seulement logistique, elle était aussi psychologique. Julien était conscient que cet instant pouvait déterminer son destin. Il n'y avait plus de place pour les replis stratégiques. Tout ce qui se déroulerait alors entrerait dans les annales de l'affaire. Claire ressentait le même poids. Pour elle, le dénouement ne signifiait ni victoire ni défaite immédiate, mais la possibilité concrète de changer la façon dont le vol 447 serait commémoré. Le silence confortable allait bientôt laisser place à un débat inévitable. À la veille de la conférence, Julien relut une dernière fois sa présentation. Pas de mise en scène, pas d'accusation directe, juste des faits organisés logiquement, amenant l'auditoire à une conclusion qui n'avait pas besoin d'être explicitement formulée. Les préparatifs étaient terminés. L'étape suivante ne consisterait plus à construire le chemin, mais à le parcourir, devant tous ceux qui, pendant des années, avaient évité de regarder directement ce que le vol 447 avait réellement révélé. La conférence internationale s'est tenue dans un centre de congrès moderne en périphérie de Paris, un espace conçu pour refléter la neutralité technique et la coopération mondiale. Panneaux de verre, éclairage précis, traduction simultanée, tout contribuait à renforcer cette image de transparence et de rigueur scientifique. Pourtant, une tension palpable y régnait. Lorsque Julien Moreau monta sur scène, l'auditoire était attentif mais réservé. Il n'était pas la personnalité la plus connue de l'événement et ne représentait pas une institution majeure. C'est précisément pour cette raison que peu s'attendaient à ce que son intervention devienne le point d'orgue de la conférence. Julien a commencé méthodiquement. Il a présenté des graphiques, des chronologies et des comparaisons entre les accidents survenus avant et après le vol 447. Il n'a pas mentionné l'affaire directement pendant les premières minutes. Il a parlé de schémas récurrents, de la répétition de défaillances dans des scénarios considérés comme rares et de la différence entre les changements mis en œuvre et les changements officiellement reconnus. Au fil de sa progression, le lien est devenu inévitable. Il présenta ensuite le premier point crucial, l'écart entre la formation officiellement décrite et la formation réellement dispensée. Sans nommer personne, il montra des documents, des dates et des classifications. Le silence se fit plus pesant dans l'auditorium. Les représentants des organismes de réglementation échangèrent des regards discrets. Le deuxième point était le retournement de situation. Julien a présenté une chronologie comparative qui révélait un fait impossible à ignorer. Plusieurs modifications globales des procédures de formation et de certification avaient été mises en œuvre peu après le vol 447, malgré le rapport final concluant à l'absence de défauts structurels significatifs. La question sous-jacente était claire. Pourquoi changer ce qui, officiellement, fonctionnait parfaitement? L'impact fut immédiat. Certains participants se mirent à prendre des notes avec empressement. D'autres, visiblement mal à l'aise, croisèrent les bras. Julien maintint le rythme sans hausser le ton, sans dramatiser. Il savait que la force résidait dans la cohérence des données. Puis vint le moment décisif. Julien a présenté la note interne concernant les capteurs, désormais validée par de multiples sources indépendantes. Il n'a accusé personne de dissimulation délibérée. Il a simplement démontré que l'information existait, était pertinente et n'apparaissait pas clairement dans les conclusions finales largement diffusées. La pièce a réagi. Un représentant de l'institution a demandé la parole, questionnant le contexte du document. Julien a répondu avec une précision technique, contextualisant les dates, les parties responsables et les impacts potentiels. Un autre a tenté d'en minimiser l'importance, affirmant que des modifications ultérieures avaient résolu le problème. Julien a acquiescé et a même insisté sur ce point. Les modifications confirmaient la gravité de la situation.
Le point culminant fut atteint lorsqu'une autorité internationale de l'aviation, membre du panel, intervint de manière inattendue. Au lieu de défendre la version officielle, elle reconnut publiquement que l'affaire du vol 447 avait été traitée avec une prudence excessive afin d'éviter toute instabilité institutionnelle à l'époque. La déclaration était brève, mais dévastatrice. Ce n'était pas un aveu formel, mais la reconnaissance tacite que toute la vérité avait été dite sans être révélée. Un murmure étouffé parcourut l'assistance. L'équilibre était rompu. Julien ressentit la transformation à cet instant précis. Il ne défendait plus une thèse isolée. Le débat avait changé de centre. La question centrale n'était plus de savoir s'il y avait des failles, mais comment elles avaient été communiquées et pourquoi. Claire observait la scène depuis le public. Elle a immédiatement saisi la portée juridique de cette déclaration. Cette phrase, prononcée en public, a bouleversé le paysage juridique. Ce qui n'était auparavant qu'un avis technique est devenu une reconnaissance institutionnelle. Le point culminant ne s'est pas traduit par des explosions ni des accusations directes. Il s'est manifesté par un changement d'attitude. Les membres du panel ont commencé à s'exprimer avec plus de prudence. Les questions, initialement défensives, sont devenues des questions d'investigation. Le vol 447, autrefois considéré comme une affaire classée, est devenu un cas emblématique à réexaminer. Julien a conclu sa présentation sans triomphalisme. Il a souligné que l'objectif n'était pas de rouvrir de vieilles blessures, mais d'empêcher la répétition de récits simplistes. Sa dernière phrase n'était pas une accusation, mais une invitation à la responsabilité collective. En quittant la scène, il sut qu'il avait franchi le point final de sa transformation. Il n'était plus seulement un ingénieur analysant des données, mais quelqu'un qui avait forcé un système entier à se regarder en face. Le conflit central avait été résolu. Non pas par une réponse unique, mais par l'impossibilité définitive du silence. Les semaines qui suivirent la conférence internationale furent marquées par une réorganisation discrète. Aucune annonce ni déclaration fracassante ne fut faite. Au contraire, l'effet des propos tenus se diffusa progressivement mais sûrement au sein des institutions, des cabinets juridiques et des centres de recherche du monde entier. Le vol 447 a commencé à être évoqué avec une attention différente. Les rapports universitaires ont commencé à faire explicitement référence aux limites de l'enquête initiale, non pas pour formuler une accusation directe, mais pour reconnaître que l'affaire avait été influencée par des facteurs institutionnels et contextuels. Le ton n'était pas celui d'une révision historique, mais celui d'une prise de conscience tardive. Julien Moreau observa ces changements avec une attention sereine. Sa vie professionnelle s'en était trouvée irrémédiablement transformée, mais la situation était désormais claire. Les propositions de missions de conseil indépendants affluèrent, notamment de la part d'organisations internationales en quête d'évaluations externes, exemptes de tout lien commercial. Il en accepta certaines, en refusa d'autres, toujours selon le même critère, l'indépendance intellectuelle. La marginalisation silencieuse dont il avait été victime au sein des institutions françaises fit place à une situation moins confortable, mais plus authentique. Julien comprenait que son parcours ne serait plus linéaire, mais il l'acceptait comme une conséquence naturelle de la voie qu'il avait choisie. Son évolution fut non seulement professionnelle, mais aussi éthique. Claire Dubreuil a constaté que les effets de la conférence se manifestaient plus concrètement dans le domaine juridique. Des affaires enlisées ont repris leur cours. Les juges ont commencé à demander des précisions. Certaines audiences ont été rouvertes afin d'examiner des informations qui avaient été précédemment jugées non pertinentes. Il n'y a eu ni décision spectaculaire, ni jugement définitif immédiat. Les progrès ont été fragmentaires, mais significatifs. Le simple fait que certaines questions soient à nouveau posées constituait déjà une victoire symbolique. Pour les familles des victimes, la conclusion n'a pas apporté de véritable apaisement. Rien ne pouvait ramener ce qui avait été perdu. Pourtant,
Nombreuses furent celles qui exprimèrent un soulagement à la vue que l'histoire de leurs proches ne se réduisait plus à une explication simpliste. Paradoxalement, la reconnaissance de la complexité des faits conférait davantage de dignité à la mémoire des disparus. Les institutions concernées ont modifié leur discours public. Sans admettre explicitement leurs erreurs passées, elles ont commencé à insister sur l'importance des évaluations continues et d'une transparence accrue. De nouveaux programmes de formation ont été lancés, abordant plus directement les limites humaines et systémiques. Le discours évoluait, même si c'était de manière subtile. Le rapport officiel sur le vol 447 n'a pas fait l'objet d'une révision formelle, mais il a commencé à être accompagné, dans divers contextes, d'analyses complémentaires. L'affaire a cessé d'être considérée comme close et a commencé à occuper une place plus authentique, celle d'un événement complexe, dont les enseignements ne pouvaient être contenus dans un récit unique. Julien et Claire se retrouvèrent au même café près du canal du Midi, où des années auparavant, ils avaient échangé leurs premières informations. La conversation fut brève, sans l'urgence des premiers instants. Ils savaient tous deux que le plus dur était fait. La suite dépendrait de processus plus lents, collectifs et institutionnels. Ils ont réfléchi aux résultats obtenus. Il n'y a pas eu de révélation spectaculaire d'un secret dissimulé par un complot délibéré. Ce qui est apparu était plus subtil, et peut-être plus troublant, la façon dont des systèmes, même bien intentionnés, peuvent atténuer des vérités dérangeantes pour préserver la stabilité. Cette prise de conscience a redéfini le sens de l'expression « secret révélé ». Il ne s'agissait plus d'une information isolée, mais d'un comportement récurrent, d'un choix constant entre ce qui est complet et ce qui est acceptable. Julien sentait sa transformation achevée. Il avait cessé de chercher des réponses définitives et avait fini par accepter la complexité comme une composante essentielle de la sécurité. Pour lui, les véritables leçons du vol 447 ne résidaient pas dans les dernières minutes du vol, mais dans les années qui les avaient précédées et suivies. Claire, quant à elle, avait trouvé un nouvel équilibre. L'affaire continuerait de faire partie de sa vie, mais elle ne la définissait plus entièrement. Le combat pour la transparence avait dépassé le cadre d'une tragédie personnelle pour devenir un engagement envers des principes plus larges. L'histoire du vol 447 ne s'est pas conclue par une fin heureuse. Elle s'est conclue par quelque chose de plus difficile à obtenir, un changement de perspective. Une reconnaissance collective que la sécurité ne repose pas uniquement sur la technologie, mais aussi sur la volonté d'affronter les échecs sans les minimiser. 17 ans plus tard, le secret n'était plus enfoui au fond de l'Atlantique. Il était mis au jour, non pas comme un scandale, mais comme une leçon, et cela en soi a tout changé. Des années plus tard, le nom du vol 447 revenait sans cesse dans les manuels scolaires, les débats et les salles de classe, non plus comme un mystère isolé, mais comme un symbole silencieux d'une évolution majeure. Julien poursuivait son travail dans l'ombre, contribuant à des révisions rarement signées de son nom. Claire, désormais engagée dans des initiatives internationales de soutien aux victimes, constatait comment des questions autrefois éludées s'étaient intégrées au discours officiel. L'océan restait le même, profond et indifférent, mais au-dessus de lui, dans le ciel traversé quotidiennement, volaient des avions guidés par des systèmes un peu plus transparents et par des personnes plus conscientes de leurs limites. Des histoires, comme celle du vol 447, nous rappellent que derrière les chiffres et les rapports se cachent des décisions humaines, des choix difficiles et des vérités qui ne sont pas toujours faciles à mettre au jour. Si ce récit vous a amené à réfléchir sur la sécurité, la transparence et la responsabilité, partagez votre avis dans les commentaires. Votre point de vue peut enrichir le débat et maintenir au cœur des questions essentielles. Si vous appréciez les reportages approfondis, réalistes et basés sur l'investigation comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Vous pourrez ainsi suivre les nouveaux reportages qui remettent en question les versions officielles et vous invitent à regarder au-delà des apparences.